Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle interview sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y aura encore d'autres interviews que je vous prépare. Alors, je suis aujourd'hui en compagnie de François Lenné. Bonjour, monsieur Lenné. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. Donc, je vais vous présenter rapidement et puis ensuite, on en viendra aux questions que je vous ai préparées. Bien sûr. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est en lien avec l'IA, avec la data, avec la politique. Donc, vous êtes consultant en business data et en IA, et vous collaborez avec l'association Contribuables Associés pour produire plusieurs bases de données qui permettent de déployer en ligne des outils d'information citoyenne sur la performance de certaines politiques locales, comme l'Argus des communes et Vigitax local, dont on va parler aujourd'hui. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette excellente association que Contribuables Associés est une des principales associations libérales françaises, une des plus anciennes, elle date de 1990. Son but affiché, c'est de défendre les contribuables français, donc ça tombe bien. Et elle dénonce ce qu'elle présente comme un excès de dépenses publiques en France, donc elle a du travail, et elle combat ce qu'elle perçoit comme un matraquage fiscal. Donc je ne saurais dire mieux. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par l'Argus des communes. Donc moi-même, j'ai découvert ça récemment et j'ai trouvé que c'était un superbe outil, mais assez peu connu. Donc, est-ce que vous pourriez nous le présenter succinctement? Bien sûr, avec plaisir. Alors, cet Argus, c'est en fait un outil qui, chaque année, donne à chaque commune française 2 notes entre 0 et 20, donc comme des notes que vos enfants peuvent avoir à l'école, et qui, en fait, représente notre point de vue sur la santé financière de la commune en question. Alors, le constat est très simple. D'abord, les élus rendent finalement assez rarement, proactivement compte aux citoyens de ce qui se passe dans les endroits où ils vivent. Et il y a un élément qui est un élément factuel majeur pour prendre connaissance de la situation de la ville, c'est le budget et les comptes administratifs. Mais ces objets-là sont illisibles pour l'immense majorité des gens. Ce sont des paquets de chiffres, on ne comprend pas les rubriques, etc. Et donc, avec Contribuables Associés, on a décidé de faire quelque chose pour rendre ces comptes beaucoup plus lisibles et simples à comprendre, et pour permettre, en fait, aux citoyens d'interagir avec l'élu et lui demander pourquoi les choses sont comme elles sont. Alors, on est parti d'un constat simple, c'est que les comptes administratifs des communes, donc ce qui rend compte de la situation financière de la ville, est publié par le ministère des Finances sur un site. Et donc, on peut avoir accès à toutes les données de toutes les communes de France, enfin toutes les données, une bonne partie des données de toutes les communes de France. Donc, c'est disponible, mais évidemment, encore une fois, pour le citoyen en général, c'est illisible. Et donc, on est allé capturer toutes les données en question et les transformer pour les rendre très simples à lire. Alors, il y a 2 notes, comme je le disais. Une première note qu'on appelle la note de dépense. On regarde ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement par habitant. La dépense de fonctionnement, c'est ce que la mairie dépense pour tous les jours payer le salaire des employés, faire les interventions locales sur place, payer les frais qui sont liés à l'école, etc. Donc, ces dépenses de fonctionnement par habitant, on regarde combien elles valent et par groupe de taille de commune, puisqu'on ne va pas comparer une commune de 150 habitants à une commune de 10 000 habitants. Le ministère des Finances lui-même, d'ailleurs, groupe les communes en 7 ou 8 groupes de taille. Et donc, au sein d'un groupe de taille, on regarde si la commune est parmi les plus dépensières ou les moins dépensières. Les plus dépensières, elles ont une note proche de 0, et les moins dépensières, elles ont une note proche de 20 sur 20. Il y a une deuxième note qui est la note de santé, qui, elle, est un amalgame de notations sur le financement de la commune. C'est-à-dire, est-ce qu'elle arrive à dégager de l'argent pour investir? Est-ce qu'elle a une dette importante ou pas? Est-ce qu'elle a des coûts fixes importants ou pas? Les coûts fixes, ce sont le remboursement de la dette et les salaires. Et est-ce qu'elle a une pression fiscale très forte ou pas par rapport à d'autres? Alors, quand on fait ces analyses-là, d'abord, si vous allez sur l'Argus et que vous tapez le nom de la commune qui vous intéresse, vous verrez les 2 notes en question et vous verrez un certain nombre de détails sur les finances. Ça vous permet éventuellement d'interpeller votre maire pour lui dire: on n'a que 5 sur 20 quand même en dépenses, comment ça se fait, expliquez-moi pourquoi, etc. Alors, le maire peut-être aura une réponse qui sera évasive ou une réponse très claire, mais en tout cas, c'est un outil de conversation entre les citoyens et les élus qui nous paraît intéressant. Par ailleurs, quand on regarde un petit peu, et là, si vous voulez bien présenter le premier tableau que je vous ai envoyé, voilà un petit peu la situation de la France en termes de dépenses de fonctionnement.
Donc ici, vous avez un tableau, c'est un peu complexe, je vais vous guider dans la lecture, où les 36 000 ou 35 000 maintenant communes de France sont représentées chacune par un point. Alors vous voyez plusieurs couleurs de courbes, ça correspond aux différentes classes de taille, comme je l'évoquais avant, donc avec en bas en orange les plus petites et en haut en pointillé, gris, les plus grosses, plus de 100 000 habitants. Pour chaque groupe de taille, on a classé les communes de 0 à 100%, les moins dépensières près de 0%, c'est sur l'axe horizontal, et les plus dépensières près de 100% de l'autre côté. Et sur l'axe vertical, vous avez la valeur absolue de la dépense de fonctionnement par habitant. Alors, ce qu'on constate sur ce diagramme, qui, moi, la première fois que je l'ai fait, m'a frappé véritablement, c'est deux choses. Premièrement, pour une classe de taille, prenez la courbe jaune, par exemple, vous la suivez, elle part de plus ou moins 400 et elle arrive à 1000, 1600, etc. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'au sein d'une classe de taille, il y a une dispersion des dépenses de fonctionnement par habitant absolument considérable. Alors, on peut expliquer ça par plus de services, par des services de qualité meilleure, etc. Ce qui est intéressant, c'est de l'expliquer, c'est que le maire explique pourquoi il est à tel ou tel point. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les 10% des communes les plus dépensières dans chaque groupe de taille dépensent vraiment comme des cochons par rapport même à la moyenne des gens. Donc là, il y a clairement des choses étranges. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que les courbes, comme vous le voyez, ne sont pas superposées, elles s'étagent et il y en a qui sont plus hautes que les autres. Et ce qui est étonnant, entre guillemets, c'est que plus les communes sont grosses, en tendance, plus les courbes sont élevées. Autrement dit, plus on est une grosse commune, plus on dépense par habitant par rapport aux plus petites. Alors ça, c'est un peu quand même paradoxal, puisque normalement, en économie, il y a ce qu'on appelle une économie d'échelle. Donc quand on est plus gros, on achète moins cher, et donc on pourrait s'attendre à ce que la courbe soit plutôt à l'envers. Alors, quand on fait part de ça aux élus, d'abord, les élus n'ont jamais vu ce diagramme. Je l'ai présenté à plusieurs députés, maires, machin, etc. Personne n'avait jamais fait cette analyse. Et quand on leur explique, on dit oui, mais c'est normal, nous, on est une grosse commune, et donc on dépense pour les communes voisines parce qu'on est la ville-centre. Ce à quoi je réponds, écoutez, moi, je ne comprends pas bien cette chose-là, puisqu'on a créé des groupements de communes qui sont justement des endroits où on doit placer les opérations et les dépenses qui sont faites pour tout le monde. Donc, ces dépenses ne devraient pas être chez vous, elles devraient être dans le groupement de communes, et pour les services que vous conservez en interne, vous devriez être plus économique que les autres. Donc, voilà un petit peu les anomalies qu'on trouve et que l'Argus des communes détaille pour chacune des communes de France. Très bien. Alors, je me remets en position. Mais c'est très intéressant parce que c'est factuel, évidemment, et c'est difficile de nier les faits. Là, vous avez une étude très poussée et vous arrivez à le communiquer, alors que ce n'est pas facile, franchement, de communiquer sur ce genre de statistiques. Donc, bravo pour tout ce travail que vous faites et qui est entièrement bénévole, me semble-t-il. Ah oui. Voilà, donc ça fait plaisir parce que là, vous servez vraiment l'intérêt général. Là, on nous parle matin, midi et soir d'intérêt général, mais sans jamais nous montrer quel est cet intérêt général, c'est-à-dire ce qui nous intéresse tous. On l'instrumentalise plutôt pour faire croire à autre chose, qu'on devrait faire passer nos devoirs avant nos droits, etc. On connaît bien tout ça. Donc, alors, outre l'Argus des communes, vous avez aussi créé la vigie des taxes locales. Ça, c'est encore autre chose. Et alors, je crois que vous avez aussi un visuel à nous montrer là-dessus. Alors, ce n'est pas sur Vigitax Local que j'avais le visuel à vous montrer, c'est sur autre chose qu'on évoquera après. Alors, Vigitax Local, c'est une application qui est inspirée un peu des mêmes principes que l'Argus des communes dont on vient de parler, mais qui regarde ce coup-ci plus spécifiquement la fiscalité locale de la ville où vous êtes. Alors, localement, les impôts servent à alimenter évidemment les finances des villes. L'État abonde par ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, mais les impôts locaux sont une partie importante des revenus des villes. Ces impôts locaux, ils peuvent porter sur les citoyens ou sur les entreprises. Traditionnellement, plus ou moins maintenant, les villes se concentrent à collecter les impôts sur les citoyens et les groupements de communes collectent sur les entreprises. Sur les citoyens, après les réformes de l'abandon de la taxe d'habitation, enfin, abandon plus ou moins, puisqu'il y en a quand même qui sont encore exposés, c'est essentiellement la taxe foncière sur l'habitat qui est aujourd'hui le cœur de la taxe en question. Alors, on s'est décidé avec les contribuables associés et avec un autre spécialiste de la data que moi, à essayer de monter, parce qu'on a vu que c'était disponible, une analyse
des finances locales portant sur les individus. Et donc, on a créé cet outil Vigitax local qui, sur le même principe, donne, alors ce coup-ci, ce n'est pas une note de 0 à 20, mais c'est une mention depuis très mauvais à très bon, et qui va s'appuyer sur le niveau absolu de l'imposition, donc la même pression fiscale qui était dans la partie Argus, et puis également l'évolution des taux des taxes locales, puisque c'est, en fait, la taxe locale, c'est un objet, encore une fois, qui est, on est spécialiste des usines à gaz en France, qui est une base multipliée par un taux. Donc la base, elle est censée représenter la valeur plus ou moins des habitations, des terrains dans la ville en question. L'augmentation de la base chaque année est votée par le Parlement. Et à cette base, on applique un taux, un pourcentage, et on prend 20%, 40% de cette base, et c'est ça qui donne votre impôt à la fin. Le taux, lui, est voté par le conseil municipal. Et donc d'ailleurs, quand le conseil municipal décide, ce qui est le cas le plus souvent, de reproduire d'une année sur l'autre le même taux, le maire dit « je n'ai pas augmenté les impôts ». Sauf que le citoyen, bien sûr, quand il regarde, il voit que la base ayant augmenté de 3%, 1%, 7%, ses impôts ont augmenté. Donc il y a encore là une sorte d'embrouille dans le discours. Le maire devrait dire « je n'ai pas augmenté ma part des impôts », ce serait beaucoup plus honnête quelque part. Enfin bref, donc on note les évolutions des taux votés par la ville en question, la pression, et tout cela est représenté sur des cartes. Donc vous pouvez voir si votre commune est dans une mention très bien ou pas très bien, si son taux est élevé par rapport aux voisins, etc. Tout ça sur cet outil Vigie, qui là encore se veut un outil d'échange. Alors évidemment, les élus qui n'ont pas de bonnes notes prennent ça comme une agression, comme une critique insupportable, etc. Infondée, ils critiquent éventuellement les méthodes, etc. Ce qu'on est tout à fait prêt à faire et à discuter. Hein. Moi, j'avais eu des discussions avec le maire de Cannes il y a quelques années, au moment où il voulait se présenter comme être président de l'Association des maires de France. Sa commune avait 2 sur 20 à l'Argus. Évidemment, il avait trouvé que ça faisait un peu tâche pour être le président des maires de France. Donc, j'avais eu une discussion musclée avec les équipes de Cannes, mais finalement, je leur avais dit, écoutez, nous, c'est comme ça qu'on vous évalue, vous évaluez autrement, chacun est libre, mais nous, on reste droit dans nos bottes. Et donc, sur Vigie, vous trouverez l'évaluation de la fiscalité locale, et là encore, c'est un outil pour vous, pour éventuellement discuter avec votre maire. C'est ça, et donc David Linard, puisque c'est lui dont il s'agit, a finalement accédé au poste de président de l'Association des maires de France, donc ça lui a porté bonheur quelque part, votre... Bonheur, je ne sais pas, mais leur argument était de dire on fait des efforts et depuis des années, on baisse les dépenses. Ce qui était vrai, ils baissaient les dépenses, mais ils restaient encore dans la partie qu'on a vue là sur le côté, stratosphérique par rapport aux autres villes de la même taille. Et donc j'avais dit à son adjoint aux finances, c'est tout à fait vrai. Nous, on n'a pas choisi de mettre la baisse des dépenses comme un critère, mais le niveau absolu, c'est notre choix, c'est notre droit. Mais continuez comme ça et vous allez passer de 2 sur 20 à 6 sur 20, 10 sur 20, et puis ainsi de suite. Mais vous avez encore pas mal de chemin à faire. Donc, ce qui est très intéressant, c'est, vous l'avez rappelé, c'est gratuit. Il suffit de rentrer un mail et le nom de la commune. Donc, vous allez sur le site Contribuable Associé, vous tapez ça dans Google, vous allez tomber sur le site Contribuable Associé, vous cherchez Argus des communes ou Vigie taxe locale, et vous allez tomber dessus très facilement. J'ai pu le faire moi-même de nombreuses fois. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça nous touche directement. En plus, là, il y a les municipales qui arrivent, donc c'est l'occasion. Alors, par ailleurs, parce que vous avez beaucoup d'activités, vous avez fait tomber la muraille de l'ADEME sur les données de performance des politiques de déchets. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que ça, c'est très intéressant aussi. Oui, alors cette affaire a été un long chemin qui a duré 10 ans, ce qui me concerne ou un peu plus. En fait, il y a 10 ans, ma commune, qui était toute seule, qui n'était pas dans un groupement de communes, est entrée dans le groupement de communes de Cergy-Pontoise. Sans doute le préfet a dit au maire, bon écoutez, monsieur le maire, soit vous y allez, soit vous allez souffrir, on va vous couper la dotation globale de fonctionnement, etc. Donc, on a rejoint la commune, le groupement de communes en question, dont la principale compétence à l'époque était les déchets. Donc, la mairie abandonne son système de collecte et de traitement des déchets qu'elle avait mis en place avant et prend place dans le système de traitement de Cergy-Pontoise. Au bout d'un an, je regarde la situation, on avait moins de services puisqu'avant tout était ramassé à la porte. Maintenant, il fallait qu'on amène nous-mêmes à des points de collecte centraux certains types de déchets, ce que je n'avais pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est qu'on avait donc moins de services et un coût qui avait augmenté de 40%.
Donc, je me dis, là, le ciseau ne va pas dans le bon sens, donc je vais voir le maire. Je lui dis, monsieur le maire, quand même, qu'est-ce qui se passe? Alors, il me dit, oui, oui, monsieur l'aîné, mais bon, il y a tout ça, d'accord, mais nous, on est rural, le truc, c'est plutôt urbain, donc voilà, mais il y a tellement d'avantages à être dans la communauté de communes. Je lui dis, non, non, écoutez, moi, là, les avantages, je veux bien, mais les déchets qui surcoûtent, comme ça ne marche pas. Je veux les donner. Il m'a fallu presque un an pour les avoir. On m'a baladé, etc. Et donc, j'ai fini par avoir les données détaillées du coût de ramassage et de collecte et de traitement des déchets verts, des emballages, des machins, etc. Et j'ai trouvé des comparables français. Et au bout d'un an, j'avais vu qu'en fait, la communauté de communes de Cergy-Pontoise dépensait environ 10 millions d'euros par an à l'époque pour les déchets dans l'ensemble des 12 villes qui étaient dedans, alors que les comparables français auraient dû arriver à 7 millions. Donc il y avait comme 3 millions d'euros d'écart chaque année, et il y avait 3 ou 4 postes qui étaient clairement identifiés comme étant en surcoût. Donc, à l'époque, j'ai écrit aux 12 maires des 12 communes, au président de l'agglo, pour leur dire, bon, voilà mon analyse, peut-être qu'elle est un peu imprécise parce que j'ai moins de données que vous, évidemment, mais au vu de ça, moi, je vous propose de faire un groupe de travail avec 2 spécialistes des déchets, un élu, moi pour les gens ordinaires, et en 6 mois, on affine mon analyse, on fait un plan d'amélioration et on y va. Et je n'ai reçu de réponse de personne. Aucun des maires, personne. Alors qu'il y avait là-dedans des maires de gauche, des maires de droite. Le président était de gauche, donc je m'étais dit, bon, bah, les maires de droite, ils vont lui taper dessus, c'est une affaire en or pour eux, etc. Rien. Et là, je me suis dit, bon, eh ben, c'est clair, ces gens-là ne travaillent pas vraiment pour nous. Dès qu'il y a un problème, et évidemment, ils avaient leur poste au conseil communautaire qui permet d'avoir un peu de sous en plus, machin, etc. Le président était sans doute un gars un peu raide qui aurait dit, bon, écoutez les gars, vous critiquez nos trucs, vous êtes dehors. Et donc, du coup, tout le monde se taisait. Donc, face à l'intérêt général véritable, l'intérêt particulier, quelquefois, prévalent. Et je me suis dit à l'époque, c'est quand même un peu un scandale. Et voilà qu'un an plus tard, je découvre que l'ADEME, cette organisation d'État qui s'occupe d'environnement, et donc les déchets en font partie effectivement, aide les communes à mieux comprendre la comptabilité analytique des déchets. Alors la comptabilité analytique, ça veut dire comprendre pour chaque type de déchets, les ordures ménagères courantes, les verres, les papiers emballages, les déchetteries, comprendre pour chacun de ces types combien coûte la collecte, la pré-collecte, le traitement, le transport, etc. Alors c'est effectivement une tâche un peu complexe, et donc c'est compréhensible de vouloir aider les groupements de communes ou les communes à comprendre ça. Le résultat de ce traitement et de cette aide, c'était ce qu'on appelle une matrice des déchets qui comprend par type de déchets, par opération, quel volume, combien ça coûte. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais demander, il y avait 270 groupements de communes qui avaient fait le boulot à l'époque, j'ai demandé les données à l'ADEME. Et là, la dame me répond, non, ah non, ces données-là ne sont pas ouvertes. Je leur dis, mais attendez, c'est le citoyen qui les paye quand même, c'est de la donnée ouverte. Non, 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 c'est pas ouvert. Alors j'ai écrit du coup à l'époque à 2 ministres de l'Environnement successifs qui se sont succédés à peu près à ce moment-là, et je leur ai dit, aidez-moi, l'ADEME c'est chez vous, ouvrez le truc, quoi. Et ils nous ont dit, les deux m'ont dit, non, ah non, non, l'ADEME c'est indépendant, on n'a pas le pouvoir, machin, etc. Et donc du coup, j'ai écrit aux 270 groupements à l'époque pour leur demander leurs documents publics. Il y en a quand même quelques-uns. J'ai eu les 270 trucs, j'ai pris les données dedans, je les ai normalisées et j'ai obtenu une base de données où j'ai regardé les évolutions. Et là, on peut passer éventuellement sur les 2 autres planches que je vous avais montré. Donc voilà, alors ça c'est ce que j'obtiens maintenant avec les données de l'ADEME que j'ai fini par obtenir, je vous expliquer comment, mais voilà ce que j'avais observé à l'époque. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des courbes qui représentent ici, c'est les volumes. Donc vous avez, c'est la même idée que la courbe que je vous montrais avant, chaque groupe comme avec une couleur différente, représente des territoires qui ont des caractéristiques un peu différentes. Effectivement, l'ADEME classe les territoires selon qu'ils sont ruraux, ruraux dispersés, urbains, très touristiques ou pas, et ça se comprend. C'est-à-dire quand vous avez un territoire rural dispersé, la collecte, elle force à faire plus de kilomètres pour aller chercher les déchets, et donc on peut comprendre que le coût de la collecte par kilo soit plus élevé que quand vous êtes en urbain où tout est proche. Et donc ça a du sens de classer, c'est un peu le même classement que les groupes de taille des communes qu'on voyait avant. Donc là, vous voyez par territoire comparable, au sens de l'ADEME, l'évolution des volumes par habitant des différentes couches. Et donc, vous voyez le même type de courbe en S qu'on voyait avant, c'est-à-dire qu'au sein d'un même groupe
de zones, vous avez une variation potentiellement considérable, peut-être d'un facteur 2, entre les déchets, les volumes par habitant des plus producteurs et ceux qui le sont moins. Alors, les courbes en bleu clair et en violet, elles sont à mon avis erronées parce que ce sont les zones touristiques. Or, on ramène ça à l'habitant. Quand vous êtes une zone touristique, vous pouvez avoir une population qui triple, voire plus, à l'été. Et donc, vous avez en fait un volume d'habitants producteurs de déchets qui est clairement plus élevé que les habitants pérennes que vous avez sur le territoire. Donc, il faudrait le ramener, c'est ce qu'on fait pour l'Argus des villes, aux habitants fictifs en mettant un facteur qui élimine. Mais vous voyez que sur les autres courbes en bas, on a la même chose. Et si on passe sur le slide suivant, on voit, alors allez-y si vous voulez, voilà, on voit le même genre de choses, mais ce coup-ci, ce n'est plus sur le volume par habitant, qui est un premier indicateur de performance des déchets, mais sur le coût technique par tonne. Donc, vous voyez là encore que dans les mêmes classes, vous pouvez avoir une dispersion assez considérable de coûts par tonne de traitement complet des déchets. On peut détailler le coût de la collecte, le coût du traitement, etc. Et donc, vous avez là encore un moyen de pointer des territoires où les citoyens pourraient demander mais comment ça se fait que nos déchets coûtent si cher par rapport à d'autres territoires comparables. Alors, il peut y avoir des bonnes explications, il peut y avoir des éléments structurels. Si vous êtes en montagne, vous avez de la neige et donc ça peut être plus coûteux à certains moments, etc. Mais ce qui nous paraît important, c'est que la discussion puisse s'engager sur des choses pareilles qui sont quand même impactantes pour le citoyen et sur des bases factuelles. Et donc, pour finir sur l'ADEME, donc les données n'étaient pas disponibles avec l'apparition de l'intelligence artificielle il y a 2 ou 3 années, je me suis dit peut-être que je pourrais demander aux communes individuellement leur matrice et puis la traiter par l'IA directement. Alors j'ai essayé de faire ça, c'était en fait assez compliqué parce que les matrices ne sont pas exactement les mêmes d'une commune à l'autre quand elles les exposent. Et donc j'ai fini par avoir des communes qui me refusaient cet accès. Et donc je les ai attaquées à la CADA. Donc la CADA, c'est un organisme ça veut dire la commission d'accès aux documents administratifs. C'est une commission, donc un objet d'État auquel vous pouvez vous plaindre quand vous demandez par exemple le budget de la commune. Si la commune vous le refuse, au bout d'un mois, vous pouvez dire à la CADA, j'ai demandé ça à la mairie de la ville X, et la CADA va regarder et elle va dire éventuellement, bah oui, monsieur Lenné a raison, il a le droit d'avoir le budget, s'il vous plaît, donnez le budget. Alors la commune n'est pas obligée de le faire, même quand la CADA dit que le document est disponible, mais en général, il s'y plie. Donc là, j'ai eu l'occasion d'attaquer quelques communes pour les déchets, et j'ai eu l'immense bonne surprise de voir que la CADA me disait « Oui, oui, monsieur Lenné a raison, la matrice est un objet public ». Et du coup, avec une autre association qui s'appelle Ouvre-Boîte, on a fait, je dirais, un ciblage conjoint de l'ADEME sur la base de données complète. Et donc, j'ai demandé à l'ADEME de me les filer, et ils ont fini par m'ouvrir un accès à leur base de données. Et donc, du coup, maintenant, je dispose des données complètes de l'ADEME. Alors, ça ne couvre pas la France entière, puisque toutes les communes ne sont pas obligées de participer à l'effort de l'ADEME, mais une grosse partie de la population est couverte, et on envisage de faire un outil, un peu comme Vigitax Local ou l'Argus, en utilisant les données en question. Ça serait génial et j'attends cet outil avec impatience parce que déjà j'ai pu tester l'Argus des communes et Vigitax Local et franchement j'ai découvert plein de choses sur des villes. En fait, vous passez au scanner des villes dont on a une idée vague. Peut-être on y a habité, peut-être on connaît des gens qui y habitent ou on connaît ça de loin, mais là ça donne une très bonne indication très rapidement, par une note ou par un jugement. Alors après, effectivement, on peut débattre, mais pour ça, vous développez aussi une méthodologie, vous donnez accès à cette méthodologie, donc c'est quand même très bien fait. Et franchement, bravo pour votre persistance, votre persévérance. Si j'ai bien compris, vous êtes allé voir les 270 individuellement, c'est-à-dire 270 mails ou coups de téléphone, etc. Absolument. Ouais, donc ça, c'est, enfin, on se rend pas compte, c'est gigantesque. Et par contre, le résultat est génial à la fin. Et si vous arrivez à en faire un outil utile pour le grand public, et ben voilà. Mais c'est ça que j'appelle le génie français, hein, sans vouloir trop vous tresser de laurier. Mais enfin, on est, je pense, un peu dans le même cas, c'est-à-dire on est à un tout petit niveau. Des fourmis qui faisons un travail énorme, moi de journaliste, vous d'analyste de données, etc. Et c'est ça qui permet ensuite d'avoir un meilleur pays, tout simplement. Et c'est pour ça, je pense que la France tient encore debout malgré le matraquage fiscal et tout le reste qu'on subit à longueur d'année. C'est parce qu'il y a des Français qui
Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça doit être dans notre ADN ou notre histoire, je ne sais pas. En tout cas, on arrive à s'en sortir malgré tout et le peuple français est quand même un peuple admirable qui subit cet état obèse et donc je suis très content de vous recevoir aujourd'hui et de mettre un peu un coup d'éclairage sur toutes vos activités. Alors, c'est pas tout parce que vous m'avez parlé aussi, du coût des services rendus, alors qui n'est pas calculé par les différentes administrations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et à quoi ça correspond? Oui, alors, en fait, c'est une idée que je poursuis depuis, longtemps. Alors d'abord, juste, quand même un mot, j'ai rien de génial, hein, je suis pas, génial du tout. Par contre, je suis, engagé et opiniâtre. Ça, je crois que c'est totalement clair. Alors sur les services, rendus, c'est un exemple de cette, opiniâtreté. Ça fait très longtemps que je me dis: «L'Argus des communes, c'est magnifique», parce que c'est universel, ça couvre tout le territoire, c'est des chiffres réels, c'est des faits. Par contre, même quand une commune dépense beaucoup d'argent ou peu, on ne sait pas à quoi elle le dépense. On ne sait pas combien coûte l'école, combien coûte la voirie, combien coûtent les espaces verts, et quand on voit des dépenses absolument extravagantes, peut-être est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles la commune en question dépense de l'argent alors que les autres n'en dépensent jamais? Donc est-ce que cet écart, il est lié à des services supplémentaires, à des niveaux de services supplémentaires ou à des coûts mal maîtrisés sur des niveaux de services pourtant équivalents aux autres? Et donc, ça fait très longtemps que j'essaye de voir comment on pourrait traduire les dépenses des territoires en services rendus aux citoyens. Malheureusement, dans notre pays, ça n'est pas disponible. J'ai proposé de faire, c'est des choses qui ont été faites ailleurs. En Italie, au Canada, dans certains endroits, des communes se sont groupées spontanément pour faire ces analyses et se comparer entre elles. Donc les méthodes existent. Il y a franchement, les services rendus par les communes canadiennes aux habitants là-bas ne sont pas fondamentalement différents de ceux qu'on a en France. Et donc, les méthodes existent, les indicateurs de performance existent, les façons de calculer existent. Et donc, du coup, ça fait des années que j'ai écrit, au moins les 4 dernières assemblées, à tous les membres de la commission des finances pour leur dire, je vous propose une loi qui veut gagner des milliards. Et qui veut gagner des milliards, c'est vous mettez dans la loi que les communes et les départements, etc., doivent produire ces analyses tous les ans, les rendre publiques, et comme ça permettrait de comparer, par exemple, le coût par élève d'une commune à l'autre, le coût par mètre carré des espaces verts. Et je n'ai jamais reçu de réponse d'aucun des députés à qui j'ai écrit. Et c'est quand même assez consternant. Ça montre encore une fois que ces gens-là ne travaillent pas vraiment avec et pour nous, à mon avis en tout cas. Et ça explique aussi peut-être pourquoi on est dans la panade financière dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors sur les services rendus, du coup, un peu comme pour les 270 territoires, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai pas fait 270, mais j'ai demandé à ma commune dans le Val d'Oise et puis à 8 communes de même taille dans le Val d'Oise de me donner ce qu'on appelle le grand livre général qui contient un relevé de toutes les dépenses par rubrique et sous-rubrique. Donc, certaines rubriques sont clairement étiquetées espace vert, d'autres écoles, d'autres pour des services autres. Il y a tout un paquet de dépenses qui sont plus globales. Hein. La secrétaire de mairie, par exemple, c'est un peu difficile de l'attribuer à l'école, etc. Et j'ai alloué ces dépenses au mieux que je pouvais par service. Puis j'ai cherché quel était le volume de services rendus. Donc pour les écoles, par exemple, c'est le nombre d'élèves. Le nombre d'élèves, il y a des données publiques qui permettent de le savoir. Les espaces verts, il n'y a pas de données publiques qui permettent de le savoir, mais en allant sur Google Maps, j'ai fait des bidouilles et j'ai regardé un petit peu, etc. Et j'ai envoyé aux communes dont j'ai eu les chiffres mes analyses en leur disant, voilà mon analyse, et je vous propose de la discuter avec moi, parce que j'ai pu me tromper, certaines allocations sont peut-être erronées, vous avez plus de détails que moi. Même réaction que pour l'appel sur les déchets d'il y a 15 ans, personne ne répond. Alors néanmoins, j'ai publié dans mon bulletin citoyen que je diffuse à tous les habitants ici, les comparaisons que j'ai pu obtenir entre ma ville, où je trouve aujourd'hui que le coût par élève de l'école, après prise en charge des revenus que les parents amènent, est de 1 000 € par élève par an, alors que dans 2 autres communes dont j'ai eu les chiffres, c'est plutôt 500. Donc il y a un écart considérable. Peut-être une partie de surallocation de mon côté, peut-être une partie de services meilleurs, peut-être qu'on sert du foie gras tous les jours aux élèves de l'école, ou peut-être simplement qu'on maîtrise moins les dépenses. J'espère que ça va finir par bouger. Pour l'instant, la mairesse a
a dit que finalement, mon analyse ne l'intéressait pas et qu'elle se concentrait sur d'autres aspects de la finance, peut-être que d'autres citoyens vont l'interpeller et que ça va finir par faire bouger les choses. Voilà ce que j'aimerais avoir. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ce que je constate à l'expérience, c'est que les élus ne se comparent presque jamais avec d'autres territoires pourtant proches et comparables. Et quand on le fait, il y a toujours, ah oui, mais nous, on a 2 églises, nous, on est en pente, nous, on est inondés, et donc il y a des choses qui sont qui font toujours que le territoire est unique, ce qui évidemment, quand on est dans les 10% les plus dépensiers, on peut invoquer une raison d'unicité, ça marche pas. Alors, si vous voulez mon avis, la France est un pays historiquement monarchique et tant que ça ne viendra pas d'en haut, ça ne se généralisera pas. Mais on peut toujours espérer qu'un Milei, un jour, arrive au sommet de l'État pour faire un peu de ménage et qu'il en profite pour mettre aussi, je ne sais pas s'il a fait ça en Argentine, mais je suis sûr qu'en France, c'est ce qu'il faudrait faire d'en haut. Et là, les fonctionnaires, après, vous savez, l'intendance suivra de Gaulle. Donc, alors, moi, je voulais vous parler, et je vous en ai parlé un peu avant, de Question R, qui est mon nouveau média, qui a aussi pour vocation d'exercer un certain contrôle citoyen sur les élus et les personnalités, hein, plus largement. Donc, c'est assez ambitieux et plus large, disons, que simplement la finance, évidemment. Alors, comme je n'ai pas annoncé votre interview, il n'y a pas eu de questions qui vous ont été adressées sur Question R comme traditionnellement, mais j'aimerais vous demander ce que vous pensez du principe du site, c'est-à-dire de permettre à n'importe quel citoyen de poser une question qu'il estime légitime, adressée à une personnalité nommée, et que d'autres citoyens puissent la financer à partir d'1 centime d'euro, donc c'est vraiment le micro-paiement, pour obtenir une somme qui va permettre à un journaliste professionnel ou citoyen d'aller poser cette question à la personnalité et de toucher les 70% de la somme. La personnalité peut répondre aussi directement sur le site. Mais qu'est-ce que vous pensez du principe ? Alors, globalement, vous l'aurez compris, et les quelques exemples que je vous ai indiqués le montrent, mon constat, c'est que quand vous voulez poser des questions un peu dérangeantes éventuellement aux élus ou aux employés de l'État, vous vous heurtez à un mur du silence. Un mur du silence qui est d'ailleurs couvert par le système. Quand on prend les préfets, par exemple, et que vous les interpellez sur des choses que la mairie a faites qui paraissent illégales, le préfet a tout le droit de se saisir ou pas, de façon discrétionnaire, des questions. Autrement dit, le système est fait pour que le citoyen qui a envie de poser des questions soit contrarié dans sa façon de faire. Autre exemple, sur les conseils municipaux, moi, il m'est arrivé souvent de poser des questions en vue d'un prochain conseil municipal. J'assiste à tous les conseils municipaux de la ville où j'habite. Quand ces questions sont factuelles et un peu dérangeantes, elles ne sont jamais abordées. Et la mairie a le droit de ne pas répondre aux questions des citoyens. Et donc ça, c'est des choses qui sont pour moi inacceptables et qui font que malheureusement, si on veut obtenir des réponses sur des questions factuelles, il faut souvent être un peu abrasif, voire paraître menaçant pour les gens. Alors, menaçant, ce n'est pas une menace physique de je ne sais pas quoi, c'est en fait une des formes de pression qui fonctionne, c'est quand vous voulez poser une question à quelqu'un et qu'il a l'impression que s'il n'y répond pas, quelqu'un d'autre du système qui compte pour lui va le savoir et va en tirer une mauvaise vision. Et donc ça, c'est des jeux de billard, etc. Donc c'est un exemple, mais il faut un peu être abrasif. Alors, dans le même esprit que question R, je vais venir ensuite à la réponse directe à votre question, j'avais imaginé un système citoyen, pas basé sur des rémunérations, mais qui est un peu pareil, name and shame, c'est-à-dire le mur de la honte ou le mur de l'honneur, suivant que les gens répondent ou répondent pas, et répondent correctement ou pas à la question qu'on pose, qui était un constat sur la Légion d'honneur, qui est une récompense suprême. Il y a plein de gens qui courent après pour avoir le ruban rouge, etc. Normalement, c'est fait pour récompenser des gens qui ont fait vraiment un truc absolument extraordinaire pour le pays. Moi, mon constat, c'est que souvent, aujourd'hui, on le donne à des gens, bon, c'est bien, quoi, ils ont fait un parcours sympa, mais enfin, bon, ils n'ont pas sauvé la France, quoi. Et puis, quelquefois, on le donne à des gens qui ont quand même des tâches sur le costard bien graves, quoi. Et donc, j'avais imaginé de créer un système citoyen de promotion 1 fois ou 2 fois par an de Légion d'honneur et Légion d'horreur, où donc les citoyens, sur la base
d'actions faites par des élus ou des employés de l'État qui sont vraiment dans l'intérêt général, vraiment contraires à l'intérêt général, on aurait identifié les actions en question, il y aurait eu un vote citoyen pour dire celui-là, Légion Bonheur, 3 étoiles, celui-là, Légion d'horreur, 4 étoiles, et on aurait publié ça, et les journalistes, éventuellement, auraient pu venir regarder, interviewer. Évidemment, il faudrait que ça s'appuie sur des faits documentés. Voilà. Alors, l'idée de questionnaire, c'est un montage à plusieurs étages qui est intéressant. Moi, je ne suis pas choqué fondamentalement par l'aspect pécuniaire de la chose, encore que je pense que si les citoyens, vous voyez, moi, typiquement, si je pouvais poser une question à quelqu'un dans questionnaire, ça n'est pas l'argent qui me motiverait à le faire, c'est plutôt l'intérêt général. Il se peut que l'argent soit une motivation supplémentaire, pourquoi pas, c'est pas illégal, donc c'est parfait. Le point dur pour moi dans questionnaire, le point sensible, c'est le poser de la question. Et c'est notamment le poser de la question avec l'enregistrement visuel de la personne qui répond. Alors c'est un point dur, pourquoi? D'abord parce que je pense qu'il faudra bien expliquer que c'est légal de faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, bon, il y a quand même une certaine inhibition à aller voir son maire ou son député, etc., si on arrive à l'approcher et à sortir son téléphone et à dire « Monsieur le député, voici ce que je voulais vous demander ». Là, il faut une certaine audace et il faut notamment désinhiber les gens sur le fait que ça paraît agressif, peut-être que le gars va être menaçant en disant « je vais vous poursuivre », mais que c'est légal. Ça, c'est un point qui est important et qui est, à mon avis, un point dur. Le deuxième risque, c'est le risque de règlement de compte quelque part. C'est-à-dire que, notamment s'il y a des oppositions à une municipale qui veulent se présenter pour prendre la place du maire en question, que les gens posent une question qui est très personnelle, abrasive, et qui serait posée d'une question un petit peu insidieuse. Donc ça, c'est pas vous qui pourrez le faire, ça c'est quelque part des règles de conduite à édicter, il faut espérer que les gens le font. Si les gens ne le font pas, ma recommandation serait que Questionnaire ne publie pas finalement la réponse. Voilà, il y a une sorte de modération que vous pouvez exercer. Et pour le reste, c'est une forme d'intervention un peu abrasive dans le système huilé où on cache tout, qui est bienvenue parce qu'on voit qu'on en a besoin. Ah ben là, votre exemple personnel le démontre à la perfection, c'est-à-dire que on voit le niveau de persévérance et d'opiniâtreté qu'il faut pour obtenir des infos sur 10 ans, enfin, personne ne fait ça. Je veux dire, vous êtes vraiment une exception. C'est clair qu'on est une poignée. Mais comme vous l'avez dit, on est une poignée, comme on travaille pour l'intérêt général, souvent on essaye après de faire quelque chose que tout le monde peut utiliser, et ensuite c'est la chance ou pas de tomber sur des médias qui vont le diffuser, qui fait que ça change. De ce point de vue-là, j'ai eu la chance d'avoir une écoute des contribuables associés qui ont publié cet outil, qui est d'ailleurs pour eux un outil de collecte de contacts vraiment intéressant. Non, tout à fait. Et nous, avec Questionnaire, effectivement, donc, pour répondre à vos points au niveau légal, il y a des cas où ce n'est pas légal hein, d'interviewer des gens donc, dans un lieu privé, par exemple. Bon, mais tant qu'on est dans un lieu public, moi j'étais au Salon du Livre, par exemple, j'ai interviewé plus d'une 60aine de personnalités, je pouvais les interviewer comme je voulais. Vous avez le droit à l'image des personnalités, mais il y a le droit à l'information des citoyens, et donc ce droit à l'information, notamment avec les gens connus, prime, voilà, toujours. Alors, il faut rester courtois, évidemment, il ne faut pas diffamer ni insulter, sinon, nous, on ne publie pas. Mais une fois que ça, c'est respecté, il n'y a pas de problème. Et effectivement, faire prendre conscience aux gens, mais je pense que les jeunes générations, déjà, ont plus conscience de leur pouvoir avec leur smartphone, parce qu'ils sont nés avec. Et donc, nous... alors, moi, j'allais sur les plateaux télé, je m'invitais sur les plateaux télé, donc là, c'était déjà un peu l'équivalent, mais puissance 10. Je pense qu'avec le smartphone, en fait, on voit déjà, moi j'ai pu constater, hein, quand vous allumez votre smartphone, vous n'avez pas la personne en face s'allume elle aussi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout la même que si vous parlez juste comme ça et elle ne sait pas que c'est enregistré. Donc, il y a la méthode, effectivement, on y va avec un micro et la personne ne sait pas que c'est enregistré, mais ça, c'est pas honnête. Alors que quand vous mettez le smartphone, bon, bah, la personne peut mentir, mais elle sait qu'elle est filmée et donc elle assume derrière. Donc, je trouve que c'est tout à fait transparent et bon, c'est légal hein, de toute façon, mais oui. C'est important de respecter aussi la réputation de la personnalité. Après, si elle veut s'humilier toute seule en fuyant une question pourtant légitime et judicieuse, même dérangeante ou
peu importe, en fait, les questions, je ne sais plus qui c'est qui disait, il n'y a pas de questions dérangeantes, il n'y a que les réponses qui le sont, vous voyez, mais c'est un peu ça. Donc, je vous remercie déjà déjà pour tout ce travail que vous faites pour les citoyens et pour la France, et puis pour cet avis sur questionnaire qui me fait chaud au cœur, parce qu'effectivement, ça va dans le sens de ce qu'on veut faire. Déjà, ce que vous faites, c'est pour ça que j'ai pris contact avec vous. Moi, ça fait longtemps que je connais Contribuable Associé, mais j'ai découvert que récemment l'Argus des communes. Et là, on veut faire effectivement travailler les gens ensemble, sans en avoir l'air, parce que sur les réseaux sociaux, c'est plus les gens qui travaillent les uns contre les autres, j'ai l'impression. Là, on veut les faire travailler ensemble. Alors, moyennant finance, mais c'est vraiment des micro-paiements, donc c'est symbolique, mais finalement, un centime, c'est pas zéro. Et j'aimerais aussi qu'on sorte du gratuit dans lequel on nous tire vers le bas, j'ai l'impression, alors que là, ça construit et ça paye pas un salaire, mais ça paye des revenus, vous voyez, complémentaires ou pour des journalistes. Ça peut faire naître des vocations et on a besoin de créer de l'emploi, même si le chômage a bien baissé, et ça, on le voit notamment sur l'Argus des communes et dans Vigie locale, et dans d'autres classements, on voit que l'économie va mieux de ce côté-là. Malheureusement, on voit que les dépenses, par contre, augmentent et explosent souvent. Donc, c'est un peu facile, je trouve, de prendre l'argent des gens pour ensuite leur dire tout va bien, regardez, on a embauché tant de personnes à la mairie, etc. Bon. Ça, on connaît l'astuce. Donc, je vais vous laisser le mot de la fin et ensuite, on conclura cette interview qui était très intéressante, je trouve. Oui, alors le mot de la fin, peut-être, c'est peut-être une note d'espoir sur la place que les citoyens peuvent prendre dans le dispositif de gouvernance du pays, qui est quelque part le côté face d'un côté pile qui a été sans doute pensé plutôt pour éliminer les petites communes comme celle où j'habite aujourd'hui. En 2026, il y aura des élections municipales et dans ces élections municipales, jusqu'ici, il y avait une séparation entre deux types de communes, les communes de plus de 1000 habitants et de moins de 1000 habitants. Et dans les communes de moins de 1000 habitants, le système de liste qui prévalait dans les dans les communes plus grandes ne tenait pas. C'est-à-dire qu'on pouvait se présenter individuellement, on n'avait pas besoin de constituer une liste, et si on avait assez de voix, on était élu tout seul. Alors il y avait peut-être entre guillemets un groupe municipal qui allait s'opposer, mais si vous étiez un citoyen curieux, fouilleur un peu comme moi, vous auriez pu être élu et au sein du conseil municipal, donc avec plus de pouvoir officiel, faire des choses. Alors cette distinction-là va disparaître lors des prochaines élections et les petites communes vont être soumises au système de liste également. Alors, c'est en fait, je pense, quelque chose qui est fait pour compliquer le montage de listes municipales dans les communes petites et pour peut-être en faire disparaître un certain nombre, puisque c'est un des objectifs du gouvernement, de réduire le nombre de communes. Vous avez vu avec mes courbes au départ que c'est une idée qui est ambiguë, puisque les petites communes dépensent moins par habitant que les grosses. Donc, si on les fait disparaître, vous pouvez être sûr qu'on va monter les dépenses de tous. Donc l'idée de faire disparaître des petites communes, elle est éventuellement bonne si on presse sur les finances pour contrôler les dérapages éventuels. Mais donc là, il risque d'y avoir des communes où ce sera plus compliqué de monter des listes, mais d'un autre côté, les listes qui se constitueraient, elles auront des élus. Et donc ça veut dire que si des citoyens indépendants nouveaux se mettent ensemble pour créer une liste, ils n'auront peut-être que 2 ou 3 élus sur 15, mais ils seront aux manettes également avec les autres, ils pourront poser des questions, ils pourront peser de l'intérieur sur des pratiques éventuellement étranges. Typiquement, le coût des habitants, le coût de service que j'ai du mal à obtenir aujourd'hui, si j'étais élu, je le mettrais et je le ferais effectivement. Et donc, moi, je veux encourager les citoyens, notamment dans les communes petites, à regarder, à s'engager éventuellement, à utiliser des outils comme Questionnaire ou l'Argus, etc., pour être conscients de ce qui se passe dans le territoire où ils habitent et à s'y engager. Merci encore de m'avoir invité. C'est moi, merci beaucoup Monsieur Lenné et bonne continuation. Donc on renvoie au site Contribuable Associé, vous tapez ça dans Google, vous tomberez sur l'Argus des communes, sur Vigie locale, taxe locale et bientôt un nouvel outil peut-être par rapport à l'ADEME, ce qu'on attend avec impatience. Peut-être je vous réinviterai pour que vous nous le présentiez. N'hésitez pas à me recontacter à ce moment-là. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir à tous.